Bonjour, nous sommes le 20 28, 28 janvier, mercredi 28 janvier 2026. Comme je vous ai dit hier, bon, le mois de janvier tire à sa fin, mois de janvier 2026. Et bon, on a toujours une forme d'humidité avec du froid, vent froid. Il fait froid à l'extérieur, en extérieur. Ouais, je peux vous le dire, et donc il fait humide et frais, frais en cette matinée. Bon, c'est un petit peu la même journée que celle d'hier. Hier, on avait en plus de ça des pluies et du grésil. Bon, ici, les pluies se sont arrêtées. En tout cas, il fait froid et bon, il y a de l'humidité. Alors, ici, je vais voir une vidéo qui va concerner toujours les métaux, les métaux. Et ici, je vais voir le traitement des oxydes. Alors, vous pouvez prendre en exemple, voilà, le traitement de l'oxyde de fer, hein, pourquoi pas. Voilà, vous tenez, voilà, j'ai mis au fourneau, vous reconnaissez ici au fourneau. Alors, qui dit au fourneau dit bas fourneau, hein. Il y avait les bas fourneaux avant, on est passé au fourneau. Bon, bien sûr, qui dit au fourneau dit four, hein. Le four dit température élevée. Le process va se faire à température élevée. Et donc, en fait, de tout temps, on a voulu créer voilà, des fours pour traiter voilà, des minerais. Oui, les minerais, bien sûr, vous les connaissez, hein, les minerais. Les minerais, ils peuvent se trouver, si je mets les minerais ici, on va chercher d'abord les minerais, on extrait des minerais, soit qui sont affleurants au sol, soit qui sont voilà, à l'intérieur des sols. On va avoir des gîtes de minerais. Plutôt, il faut faire de l'extraction, soit au sol ou soit à l'intérieur des sols. Mais sachez que minerais métalliques, hein, je parle des minerais métalliques, mi- minerais, bien sûr, à base de métal. Bon, je les ai déjà vus, on trouve parmi les minerais métalliques, on trouve le lignite, le chlorure, le carbonate, principalement voilà, c'est ceux-là, et les sulfures. Il se trouve, bon, vous aurez compris qu'il faut extraire, il faut c'est ça. Quand je dis traitement des oxydes, on est dans un domaine de purification du minerai, hein. On va aller chercher ce qui intéresse, tout ce qui intéresse dans le minerai. Donc, on va faire un processus de purification. Et purification, ben, on va le chauffer. Et il suffit de le chauffer pour extraire ce dont on a besoin. Mais c'est pas aussi évident que ça, parce qu'en fait, il y a une démarche euh, des opérations. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va aider à purifier le métal? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui va aider à purifier le métal? Bon, les personnes qui ont commencé à faire comment on appelle ça, les premières personnes qui ont commencé à traiter les minéraux à travers des fourneaux, ouais, ben, ils faisaient ça au sol, hein, à même le sol. Ils faisaient un trou et bon, ils n'avaient pas des températures élevées, c'est normal, parce que bon, justement, euh, si justement un haut fourneau permet d'avoir des températures élevées, très élevées, et donc, euh, pour mettre en marche un haut fourneau, ça prend pas c'est comme un petit four, hein. On met pas un haut fourneau en marche comme un petit four. Donc il faut attendre un certain temps, je dirais que jours, voire presque un presque on va dire, de 15 à 1 mois, voir ça veut dire, voir, ce qu'il faut.
Voilà. Alors, je vous rappelle que quand je dis hauts fourneaux, il y a toutes sortes de hauts fourneaux. Il y a eu les petits hauts fourneaux, comme il y a eu les gros hauts fourneaux. C'est pour ça que catégoriser des hauts fourneaux, bah, est-ce que ça a un sens? Bon, ça aurait un sens si on catégorise les hauts fourneaux, les grands hauts fourneaux, comparativement aux petits, parce que les petits, j'imagine qu'il devait en exister, bon, chez beaucoup voilà, de sociétés artisanales. Ils avaient beaucoup les bas fourneaux, bon, c'est pas ça qui manquait, voilà, à l'époque, dans l'ancien temps. Donc, ce qui veut dire que, bon, maintenant, les hauts fourneaux, c'est autre chose, parce que c'est toute une construction qui est quand même assez délicate à faire. Bon, euh, alors, ici, je prends bien sûr de valeur moyenne. On va d'abord voir comment est constitué ce haut fourneau. Alors, le haut fourneau, vous inquiétez qu'il y a un creuset pour récupérer bah, le métal. Le métal qui sera en fusion. Et quand il y a assez de métal, ben, on ouvre la porte, on ouvre, on ouvre le creuset pour récupérer voilà, le minerai en fusion. Je m'excuse, le métal en fusion. Parce que le tout ici, bon, j'ai pas dit que c'était forcément du fer, hein. C'est pas forcément du fer. Donc ici, moi, je prends un métal. Alors, les oxydes, si je prends les oxydes, je me rappelle que la formule générale des oxydes, bon, j'avais donné M2O. C'est un métal, qui s'appelle M2 avec de l'oxygène, c'est tout simplement ça. Alors, les chlorures, j'avais dit que c'était MCl, voilà. Un chlorure, c'était métal avec un chlore. Euh, un carbonate, c'était M2CO3. Alors pourquoi je mets M2? Parce qu'on sait bien que l'oxygène est bivalent. Le chlore, il est monovalent et le carbonate, c'est CO3. Il est bivalent. CO3, ça donne CO3 moins moins. Voilà. Alors, pour les sulfures, le soufre, il est bivalent. Donc ici, au travers du 2, c'est pour vous dire que l'oxygène, il est bivalent. Voilà. Le chlore, il est monovalent et le carbonate est bivalent. Le soufre, il est bivalent. Voilà. Et donc ça, c'est tout ça. Ce sont des minerais métalliques, hein, parce qu'il contient à chaque fois un métal, contient à chaque fois un métal. Mais ici, je vais traiter, bien sûr, vous aurez compris, les oxydes, hein. Je vais en traiter qu'un seul. Donc, je vais aller chercher ce minéral-là, M2O. Donc, je vais traiter le M2O, là. M2O. Alors, le tout, c'est de savoir, bon, les grandeurs des hauts fourneaux. Bon, je vais mettre un haut fourneau. euh, allez, on va mettre donc, haut fourneau. Bon, tout d'abord, je vais mettre les noms. Donc, je rappelle qu'ici, c'est le creuset où on récupère le métal en fusion. Et on ouvrira quand on a assez, on ouvre. Pour récupérer le métal en fusion. Là, on a le creuset. Et puis, on a ce qu'on appelle l'étalage ici. Étalage ouvrage. Hein, étalage ouvrage. Il y a le ventre. Le ventre. Ensuite, on a une espèce de cuve. Voilà, c'est la cuve, hein. Ça s'appelle vraiment une cuve. Et puis après, là, on rentre, bien sûr, on appelle ça le minerai. Mais il se fait à travers de la gueule. Et la gueule, c'est ce qu'on appelle le gueulard. Donc, vous voyez, on a une gueule, un ventre, voilà, avec une cuve ici, un ventre. Bon, ça, c'est un petit peu, voilà, c'est une gueule, un ventre, bon. Et tout ça, bon, ce n'est rien d'autre qu'un un gros récipient, hein. Ce n'est rien d'autre qu'un gros récipient avec un creuset de récupération, voilà, du métal. Et donc, là, ça se subdivise comme ceci, hein. Ça se subdivise. Donc, voilà, creuset, ça va jusqu'à un certain niveau. Voilà. Et puis, on a l'étalage jusqu'à un certain niveau. Puis, on a le ventre jusqu'à un certain niveau. Voilà, ça c'est des niveaux, voilà. Et puis après on a une cuve, et bien sûr on a le gueulard, et bien sûr, au-dessus, il y a toute une machinerie pour ramener au travers du pont roulant. Alors, il y a un pont roulant avec des câbles, hein, des câbles d'acier. Des câbles d'acier. Voilà.
On a des câbles avec un pont roulant qui ramène avec une benne. On a une espèce de benne pour déverser dans le gueulard. Ah, ça, c'est la benne. Voilà. On met ça comme ça. Donc on a un pont roulant et là on a une benne. Là on va déverser bien sûr le minerai, le minerai, oui, le minerai. On va mettre les minerais. Donc à la base il faut mettre le minerai. Je rappelle que à haute température, hein, c'est température élevée, donc il faut chauffer le four. Parce qu'à la base c'était un four, hein. Par définition un four, il faut le chauffer. Alors, comme je le dis, il faut longtemps pour le chauffer, hein. Bon, c'est pas, il y a des petits fours, des grands fours. Bon, ici, je vais prendre, euh, euh, allez, on va mettre ici 2 mètres. C'est, c'est, c'est c'est quand même haut, hein. Je dis la vérité, on peut aller atteindre, là, ça se voit dans l'environnement, ça se voit, hein, au fourneau. Bon, les grands fourneaux, on les voit. 25 mètres, ça se voit, de loin. Donc, ici, à l'intérieur, le diamètre, au niveau du gueulard, on va avoir 1,80 m, presque 5 mètres. Voilà, 4,80 m. Le ventre, il peut aller jusque 7 mètres. Ah, il prend ici 7 mètres, hein. Ouais, pour le gueulard, 7 mètres. Ouais, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. On va dire ici, au niveau du creuset, bah, ici, il y a une réduction à 3,90 m. Voilà, 3,90 m. Bon, un four n'est pas l'autre, je vous le dis tout de suite. Alors, on peut avoir 2,50 m ici au niveau du creuset en hauteur. 2,50 m. On peut avoir 5 mètres, 5 mètres au niveau de l'étalage. Oui. Donc de 2,50 m de creuset. Donc autant dire qu'on va pas récupérer beaucoup quand on va mettre on va mettre beaucoup de minéraux, de minerais pour récupérer voilà, un pourcentage de métal. Nous, c'est de récupérer le métal. Alors, ce sera du métal en fusion parce que c'est chaud. Je rappelle que tout se fait dans un four, du métal en fusion. On va récupérer, voilà, à travers, voilà, quand on va ouvrir le creuset, on récupère du métal en fusion. Et c'est ce qu'on veut. Donc on part du minerai. Alors ici, le minerai, c'est de l'oxyde pour récupérer le métal en fusion. Alors, je dirais que la cuve, ici, on peut mettre, bon, la cuve de, euh, bon, ici, je l'ai mal fait, mais petit instant, petit instant. Cuve, c'est un peu plus grand, hein. Donc l'étalage, il fait 5 mètres. Euh, Et je prendrai le ventre, la cuve, le ventre et la cuve, là. Donc j'irai du ventre à la cuve, ici. On a 13,30 m. 13,30 m, 13,40 m, 13,50 m, ouais, peu importe. 13,30 m, voilà. Et puis bon, le gueulard, il fait 1,40 m. Faire 1,40 m, voilà. Bon, après, je vais voir des dimensions, hein. Je vais les voir par après sur Internet. Non, pas 1,40 m, c'est pas possible. Parce que bon, le gueulard, c'est quand même grand. C'est 1,40 m. C'est pas 1,40 m, je m'excuse. 1,40 m, c'est tout petit, hein. Les gueulards, c'est quand même grand. Hein, pour recevoir le minerai, bah, il faut quand même, voilà, quand même une certaine hauteur. Donc, c'est pas des petites bennes, hein. Voilà. Donc, on a bien sûr un cône de chargement. Il y a un cône ici de chargement. Ouais. C'est une espèce de cône de chargement qui est ici.
Bon, je l'ai mal fait parce que la benne, j'aurais dû la monter un peu plus haut. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, bon, la benne, elle est mal placée. Euh, je devrais remonter la benne plus haut. Je devrais monter la benne plus haut, remettre là le cône de chargement, qui est comme ceci. Ça, c'est le cône de chargement. Donc, on ne voit plus le pont roulant, hein, qui ramène la benne. Voilà. Donc, c'est une structure assez imposante, hein. C'est assez imposant comme structure, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et donc, bien sûr, les mètres 40, ils vont jusqu'au le cône, hein. C'est moi qui mal fait le dessin, mais pour l'instant, voilà, les 4,40 m, ils iraient jusque-là. Donc, il faudrait redessiner à l'échelle, voilà, en fonction de ceci. Petit instant, je m'excuse. Un instant. On revoici donc, voilà, donc ça c'est plus ou moins, donc si je fais plus ou moins le calcul de la hauteur comment on appelle ça, du haut fourneau, ben, vous additionnez, voilà. Bon, c'est un type de haut fourneau, et les dimensions, je vous montrerai après quelques des dimensions. 2,50 m plus 5 m plus 13,30 m plus 4,40 m. Bon, on rate je recommence. 2,50 m plus 5 m plus 13,30 m plus 4,40 m. Voilà, ça fait 25 m. 25 m. Vous avez dit, c'est exactement ça. Bon, c'est plus ou moins 25 m. C'est une structure de 25 m. Alors maintenant, si bien sûr tout est chaud, hein. Tout est chaud là-dedans. Tout est chaud. Donc, ce qui veut dire que bon, il y a les à côté, mais on a ici, c'est ce qu'on appelle une tuyère. Voilà, vous avez là, ici, vous avez une tuyère. Il y en a une de l'autre côté aussi, hein. Voilà, je vais prendre la tuyère de droite. Voilà, et on va vers, bien sûr, ça, la tuyère, c'est pour amener voilà, la chaleur. On mène la chaleur par ici. Et bien sûr, là, on a un récupérateur de chaleur ici. On récupère la chaleur, donc c'est-à-dire que la chaleur, on la récupère comme ceci, dans ce sens-là. La chaleur, elle revient comme ceci, là, dans le système ici, on récupère la chaleur. Et bien sûr, après, on reprend la chaleur pour l'envoyer vers les tuyères. Bon, et là, il est constitué de briques réfractaires, hein. Alors, sur les à côté, bien sûr, on initie le système par voilà, il y a un ventilateur, voilà, tout un système. Il y a aussi, voilà, quelque part, on a une cheminée, voilà, on a une cheminée. On a une cheminée, on va vers un départ de cheminée. Bon, donc, vous voyez que le tout s'est chauffé, hein, c'est chauffé.
le minerai, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Justement, c'est pour ça que je vois cette vidéo, ça va pas se faire n'importe comment. On n'a pas directement du minerai, on chauffe, on n'a pas directement du métal pur. Parce que justement, il y a une phase de succession d'opérations. Alors, je peux vous dire que la température la plus haute, mais, dans l'étalage ou ce qu'on appelle ouvrage ou étalage, on a à 2000 degrés. Là, ici, étalage, ouvrage, on a à 2000 degrés Celsius. 2000. On est mal écrit, on se commence, on va se mettre en noir. Voilà. On est à 2000 degrés Celsius. 2000 degrés Celsius. Alors, si on remonte un peu plus haut, au niveau de la cuve, là, on est à 1000 degrés Celsius. Donc, la moitié. On a perdu la moitié de la température. Et si vous remontez encore un peu plus haut, toujours dans la cuve, on est 100 degrés Celsius. Donc, c'est c'est presque la moitié, hein. Ouais. 2000, 1000, 1000, 500, 500, on va dire 400, 400, c'est moitié-moitié, hein. Voilà. Presque, presque. Vous allez me dire, il y a pour 100 degrés, oui, d'accord. Mais on va dire que approximativement, c'est des moitiés. Approximativement, c'est des moitiés. Approximativement, ce sont des moitiés. Vous voyez, là, on a 2000, un peu comme une tour de distillation pour, voilà, le pétrole, voilà, avec les différents étages de température. Euh, c'est- Voilà, ici, c'est un peu la même chose, hein. C'est des différentes températures qui sont, je veux dire, différentes températures qui sont mises en jeu. Et voilà, ici, la température, on est à 2000 degrés, et là, 1000 degrés, et ensuite, plus on monte et plus la température est plus basse. Plus elle est basse. Voilà, donc, vous voyez que c'est un effet de la température sur le lait. On joue avec la température ici, c'est la manipulation de température. Alors, pourquoi? Parce que ici, je vais rentrer des oxydes, je suis en train de voir les oxydes. Donc, on va charger dans le haut fourneau des oxydes métalliques de type M2O. De type M2O. Donc, là, ils vont être réduits à haute température par du carbone. Alors, un élément qui est fort, euh, qui est riche en carbone, c'est le carbone. Donc, on va réduire la haute température par le carbone et le coke. Les oxydes métalliques sont réduits à haute température par le coke. Par le coke, parce qu'il contient du carbone. On part le monoxyde de carbone, CO. Donc, les oxydes métalliques vont être réduits par le coke. Je vais l'écrire, hein. Bien comprendre la marge des opérations. Je vais écrire dans un petit instant. Euh, Il faut bien comprendre que les minerais, avec c'est un oxyde ici, hein, voilà, il est réduit euh, par le coke. Voilà, il est réduit par le coke ou par le CO. CO. Alors, la réduction, c'est quoi? C'est la réaction chimique par laquelle l'oxygène de l'oxyde combine au réducteur C ou CO et il libère le métal. Voilà. Donc, ça, je vais l'écrire pour que vous soyez, je veux dire, vraiment, au fait que la réduction, c'est la réaction chimique, réaction chimique, par laquelle, bon, bien sûr, c'est en un mot, en deux mots, tu vois, par laquelle, on va dire, l'oxygène du minerai, alors le minerai, c'est de l'oxyde, hein. Ici, j'ai pris un minerai qui était de l'oxyde. On peut avoir des sulfures, des carbonates, et voilà, ici, j'ai pris, ou du chlorure. Et ici, j'ai pris un minerai oxyde. On va en réduire voilà, le minerai. euh, voilà. Donc, la réduction, c'est la réaction chimique par laquelle l'oxygène, l'oxygène, et pas l'oxyde,
C'est l'oxygène de l'oxyde. L'oxygène de de l'oxyde se combine au réducteur C ou CO. C'est comme ça qu'on va purifier, hein. La purification, c'est ça. C'est de faire tomber là, l'oxyde, récupérer, on va dire, le métal. Je vous rappelle que ici c'est N2O. N2O. Alors on sait bien qu'on a du coke, le coke c'est du carbone, on sait bien qu'on a à faire on a du carbone et on a du CO. Et donc là on va récupérer bien sûr le métal M. Le but c'est voilà, M. Et donc ça va se faire par réduction. C'est-à-dire que c'est la réaction chimique par laquelle l'oxygène de l'oxyde, parce que l'oxygène qui est là, de l'oxyde, ben, se combine au réducteur qui est C ou CO, C du coq ou C, voilà, il va se combiner avec celui-là, voire celui-là, là, pour former le métal. Et comme je vous ai dit, ça se fait dans des fours spéciaux, comme par exemple, et au fourneau, le fer. Voilà. Alors maintenant, je vais voir la marge des opérations. Je vais voir la marge des opérations. Et puis, je verrai les réactions chimiques. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est d'arriver aux équations de réaction chimique. Alors, la masse des opérations, on va dire que vous savez très bien, d'après le dessin euh, qui est approximatif ici, bon, je l'ai pas fait avec, ouais, c'est une copie que j'ai fait. Ah bon, et j'ai redessiné sur une copie, mais bon, après, on verra un peu plus le fourneau. Donc, comme je dis, en gros, c'est une cuve cylindrique, hein, en gros, c'est vrai qu'il y a le ventre qui fait 7 mètres, c'est vrai qu'il y a se réduit en un gueulard qui fait 4,80 m, et en dessous, le pesé qui fait 3,90 m. Disons qu'on peut considérer ça comme une cuve cylindrique de, on va dire, 25 mètres. Une cuve cylindrique de 25 mètres. On peut considérer ça comme ça. Alors, bien sûr, elle est doublée de briques réfractaires, hein. Bon, il y a des briques réfractaires, bon, ah, bien sûr, si. Bon, les briques réfractaires, vous mettez ça, par exemple, dans votre cheminée. Dans votre cheminée, c'est fait pour, hein. Ah, c'est fait pour les cheminées, c'est fait pour les fours comme ça, hein. Quand vous faites un four, mais réussissez à comprendre, je veux dire, c'est un petit peu protégé de voilà, l'environnement pour des briques spéciales, hein. Voilà, par exemple, même si vous faites là, comment on appelle ça, tout ce qui est chauffage, pour avoir du chauffage par briques réfractaires, là, pour avoir du chauffage euh, par briques réfractaires, on peut avoir des cheminées en briques réfractaires, on peut avoir des, comment on appelle ça, des barbecues. Voilà, hein. Faites à briques réfractaires. Donc là où il y a de la chaleur, on peut utiliser les briques réfractaires. C'est plus, on va dire, on va dire, c'est plus, il y a son usage explicite, le plus explicite là, pour chauffer quelque chose, c'est de mettre des briques réfractaires autour. C'est l'usage le plus explicite. Parce que c'est vrai que quand on regarde bien, beaucoup de gens utilisent des cheminées sans briques réfractaires, mais l'idéal, c'est de mettre des briques réfractaires. Il faut voir le coût aussi de ces briques réfractaires autour voilà, pour fabriquer une cheminée. Donc, bien sûr, il y a des cheminées avec buse. Bon, ça, là, on a déjà je veux dire, le passage des fumées dans la buse. Moi, je parle des cheminées sans buse, hein. Voilà. Bon, alors, par le gueulard, il est bas, sur par ceci, on amène au pourboulon, on va ramener le minerai, euh, voilà, qui est l'oxyde, qui est le minerai, hein. Ouais. On va déverser, je veux dire, par le gueulard, introduit
successivement des couches de minerai et de coque, hein. Attention, c'est minerai et coque. On met du minerai, du coque, là, du minerai et du coque, et ainsi de suite. Coque, du minerai et du coque, minerai, coque. Alors bien sûr, la température, je vous ai dit, c'est 2000 degrés en dessous, hein. Quand on va chauffer, on suppose que le haut fourneau est à, voilà, donc on remet toujours voilà, du minerai, on ramène toujours du minerai, du coque. C'est ça la manœuvre qui est toujours la même, hein. Voilà, minerai, du coque, voilà, coque, minerai, avec du coque, et ainsi de suite, on va monter comme ceci, voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, minerai, et à l'intérieur, il y a à chaque fois du coque. Bon, maintenant, quand on va chauffer, là, on va faire chauffer, voilà, on va ramener de l'air chaud dans les tuyaux. L'air réchauffé dans les récupérateurs. Alors, le récupérateur de chaleur, il est là, hein. Récupérateur de chaleur. Là, on va ramener, là, par les tuyaux, de l'air chaud, qui arrive bien sûr dans les tuyaux, dans la partie basse de l'ouvrage. Et là, on va voir la combustion du carbone qui va donner du CO2. Donc, la première manœuvre qu'on va avoir à l'intérieur, c'est du CO2. Je vais essayer d'effacer des petites choses. Un petit instant, hein, parce que c'est vrai qu'on ne voit plus rien. Je vais effacer des petites choses, hein. Bien voir la manœuvre qui va se passer. Ici. Bien sûr, les températures, mettez-vous à l'esprit les températures, comme ça, bon, on va mettre ça comme ça, ramené par les tuyères. Bien sûr, les tuyères, c'est au-dessus du creuset, parce que c'est vrai qu'ici, j'ai mal dessiné, mais les tuyères sont au-dessus du creuset, hein. Ah, on va mettre le creuset ici. La récupération, tout fait dans le creuset. On va récupérer ici le métal en fusion. Alors, pour ça, comme je vous ai dit, pour faire les réactions chimiques, je vais les faire dans un petit instant, mais sachez que on a là de l'air, donc on a de l'O2. On a de l'O2. Voilà, on a de l'O2. Bien sûr, ici, j'ai dit qu'il y a du minerai, M2O avec du coke. Voilà. Et la première chose qu'il va avoir quand on va mettre, voilà, on va mettre de l'air réchauffé dans les récupérateurs qui arrivent, comme je dis, par les tuyaux dans la partie basse de l'ouvrage. Et on a la combustion du carbone qui donne du CO2. Combustion du carbone, vu qu'on a mis du coke, donc du carbone ici, on va avoir du CO2. Alors, il faut que je l'indique parce que c'est fort important ce fameux CO2. Voilà, on aura du CO2. Le CO2 monte dans le ventre et est réduit par le carbone incandescent. Donc le CO2 est réduit par le carbone pour former du CO. Carbone incandescent, voilà, il se transforme en CO. Et le CO réduit l'oxyde en métal. Et bien sûr, en métal et en CO2. Ouais, il va le réduire en métal qui va couler, hein. Le métal, il va couler. Et il va le réduire en CO2. Tiens, tiens, on revient sur du CO2. Vous voyez? Et donc, la manœuvre, là, elle va se répéter. C'est une copie qui va se répéter au fur et à mesure avec les étages. Ça va être toujours comme ça. Voilà. C'est-à-dire que le CO2 rencontre une nouvelle couche de carbone incandescent et ça devient du CO. Qui, à nouveau, va réduire une nouvelle couche de minerai, et ainsi de suite. Donc, tout le long, ça va être tout le même processus qui va se répéter tout le long, comme ça. Voilà. Le métal en fusion, bien sûr, il s'écoule vers le bas. Il va remplir, bien sûr, le creuset. Et la coulée se fera quand le creuset, bien sûr, sera rempli. Quand il sera rempli de métal en fusion, là, on pourra, voilà,
on fera la coulée. On fera la coulée par ici. Un orifice, voilà, va récupérer le métal en fusion par une sortie ici. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les réactions chimiques. C'est ça le but de la manœuvre, c'est de faire les réactions chimiques. Donc, par rapport à ça, avec tout ce qui a été dit, on peut faire les réactions chimiques. Alors, je vous ai dit d'abord que on a injecté de l'air dans les tuyaux, dans l'instant, parce que on a injecté de l'air par, au travers du récupérateur, chaleur, ouais, au travers des tuyères, ici c'est la tuyère, on mettait de l'air chaud. Donc, en fait, on ramène de l'O2 ici. C'est l'O2. Alors, comme je dis, il y a du coke, du carbone, du carbone, je m'excuse, de coke. Et la première chose, c'est le lien qu'il va y avoir entre ce coke et cet O2. Et C plus O2, il va donner du CO2. Voilà. Donc, c'est aussi simple. La première réaction est très, très simple. Donc, on a l'air chaud, il va venir à travers des tuyères. Et bon, l'O2, on a de l'O2 dans l'air, hein, voilà. Il va rencontrer le carbone du coke, C. Là, bon, la réaction, là, c'est simple, c'est du CO2. Donc, voilà pourquoi on a d'abord du CO2. Voilà pourquoi on a d'abord du CO2. Voilà pourquoi on a d'abord du CO2. Bon, est-ce que le minerai a joué un rôle ici? Non, le minerai n'a pas encore joué un rôle. C'est rien que le coq, le, l'O2, pour initier une réaction avec du CO2. Bon, maintenant, j'ai dit que le CO2 rencontre une nouvelle couche de carbone incandescent. Donc, le minerai n'intervient pas encore maintenant. Il n'intervient pas encore avec le CO2, avec du coq, encore une fois. Ici, on a du coq. Encore ici. Le CO2 avec le coq donne du CO. Donc, on est reparti. Là. Donc, vous voyez que le minerai, pour l'instant, il n'a rien ramené, hein. CO2 plus le carbone incandescent va donner du CO. Ah! Et là, on a un réducteur pour le métal. Et voilà, là, on a notre réducteur. Et je vous ai dit que le minerai, pour qu'il devienne un métal, il faut le réduire via un réducteur. Le réducteur, je vous ai dit que on a le coq qui est voilà, le carbone ici, et on a le CO. Mais le CO, c'est lui qui va agir sur le métal. Voilà. Il va agir sur donc, la réduction, je rappelle, c'est la réaction chimique par laquelle l'oxygène de l'oxyde combine au réducteur C ou CO. Se combine au réducteur C ou CO. Alors, donc il va réagir, si vous voulez, avec le C ou CO. Donc le CO2, pour l'instant, le minerai n'est pas entré en jeu. Mais c'est simplement créer du CO2, le CO2 avec le carbone, ah, créer du CO. Maintenant, le minerai va rentrer en jeu. Va rentrer en jeu parce que, voilà, on va réduire le minerai. Comment? Ben, on sait bien qu'on a une couche de minerai qui est de haut. Ici, c'est un haut fourneau à fer, donc c'est du fer, c'est l'oxyde de fer. Donc l'oxyde de fer va réagir avec le CO qui est, on a du CO. Alors on aura toujours comme ça, hein, CO2, CO, CO2, CO, CO2, CO, dans toute couche, hein. En fait, c'est des couches. En fait, c'est une réaction en multicouche. En multicouche. On aura du CO2, du CO, du CO2, du CO. Et pour finir, pour y récupérer, voilà, les fumées de CO. On récupère, bien sûr, les fumées de CO. Là, on récupère du CO. En fait, on a du CO2, du CO, CO2, du CO, CO2, et puis, là, puis on récupère le CO.
Eh bien, c'est des fumées, on va dire, chaudes. On va récupérer. Bon, ça, on peut le ramener vers une centrale extérieure, hein, une centrale électrique, on peut réutiliser pour une centrale électrique. Bon, alors la centrale électrique, elle n'est pas forcément à côté, hein. On peut alimenter une centrale électrique avec ces vapeurs de CO. Maintenant, la centrale peut être à 5 kilomètres. Alors, à ce moment, il faut faire toute une longue tuyauterie pour amener les gaz de au fourneau vers une petite centrale électrique, une petite, voilà, et faire tourner, ouais, une centrale électrique, hein, voilà, via des vapeurs chaudes. Maintenant, ça peut être une petite centrale qui est à l'extérieur de la, comment on appelle ça, de l'usine métallurgique, pour faire tourner, je veux dire, l'électricité euh, au sein des ateliers de l'usine. Ou pas. Donc, on a un multi-usage de ces fumée de CO. Fumée de CO. Bon, maintenant, on peut récupérer, bien sûr, via le récupérateur, mais si on a un surplus, on peut les envoyer vers une centrale, faire tourner une turbine, et puis un alternateur, et puis récupérer voilà, de l'énergie électrique. Donc, vous voyez qu'ici, on a du CO2, CO, CO2, CO, CO2, CO, etc. Mais maintenant, vous allez me dire, ouais, mais le métal n'est pas encore là. Bien, effectivement, ben, c'est là que va intervenir le CO, qui est réducteur, il va réagir avec la couche, les couches successives, parce qu'il y a tout, je vous ai dit qu'on a chargé d'oxyde ici, d'oxyde là-bas, d'oxyde là-bas, et chaque fois le CO va réagir avec couche d'oxyde, de minerai, d'oxyde métallique. Donc c'est là qu'intervient la réaction. C'est à partir de ce moment-là que vient la réaction. Donc là, c'est juste un jeu de CO2, CO, tout simplement, hein. On a créé du CO2 à partir de voilà, à partir de l'oxygène et du carbone, et puis on fait réagir le carbone incandescent. Donc c'est une saturation de carbone, si vous voulez. Saturant carbone, voilà, le CO2 pour avoir du CO. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est le métal N2O, l'oxyde métallique, qui va réagir avec ce fameux CO à des multicouches, hein, multicouches. Et chaque fois, voilà, ça va intervenir, voilà, ici, cette couche-là, il va donner du métal. Voilà, puis il va intervenir là-bas, il va donner du métal. Et c'est du métal en fusion qui va couler vers, voilà, le creuset. Et le creuset, quand il est rempli, ben, on sort ce métal en fusion, on récupère le métal en fusion. Et c'est le but. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir du métal. Mais vous aurez compris qu'on va récupérer le métal M2 plus, bien sûr, du CO2. C'est pour ça que, voilà, on est reparti avec du CO2. Et ce fameux CO2, bah, il va réagir avec du carbone. Et le boucle est bloqué. Voilà. Et puis, voilà, c'est pas toujours le CO2 plus C, CO, 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 M2O plus C. C'est multicouche. On va voir ça une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de suite. Je veux dire, un petit instant. On va voir ça plusieurs fois. Voilà, on va voir ça plusieurs fois. Pour avoir en finalité du métal en fusion et récupérer dans le creuset le métal en fusion. Et c'est le but c'est l'objectif, hein, même. Alors, nos ancêtres faisaient ça auparavant, mais dans des petits fours, bon, ils atteignaient pas les 2002. Les 2000 degrés, j'imagine, bon, c'est justement, ici, on met des hauts fourneaux, c'est pour voir les températures. On arrive à des températures, je veux dire, qui sont assez grandes. C'est comme ça que, bon, ça résume les équations des différentes réactions que j'ai décrites ici, je veux dire, au fourneau. Oui, bien sûr, on peut obtenir de l'oxyde sur du fer, si c'est de l'oxyde de fer. On peut obtenir du cuivre, si c'est de l'oxyde de cuivre. On peut obtenir du zinc, si c'est voilà, de l'oxyde de zinc. Et tout ça, réduction, hein. C'est des entrefaits de ces réductions. C'est des réactions de réduction. Réaction de réduction. Donc, on récupère le métal de son oxyde par une réaction de réduction. Tout simplement. Mais, couches successives, parce qu'on a mis plusieurs couches voilà, d'oxyde, euh, à chaque fois avec des couches de coke. Et donc, fatalement, on a une réaction, on dit, en succession. Elle est en succession. Elle est en chaîne et en succession. Elle est toujours la même.
Donc, C plus O2, CO2, ça fait, on l'initie par le bas. On l'initie par le bas au départ. Les conditions initiales, c'est ça. C plus O2, ça donne CO2. On ramène de l'air dans les tuyères. Voilà. Puis c'est fini. À partir de là, tout s'initie pour les couches supérieures. Le CO2 obtenu plus voilà, il va réagir avec le coq en fusion. Voilà, voilà, on aura du carbone riche, le carbone riche en carbone. C plus CO2 plus C donne du CO. M2O plus CO donne du M2 qui est le métal. On récupère le métal. Voilà, et puis plus CO2. Ce même CO2 réagit avec une couche de carbone, donc de coque, pour redonner du CO. Mais ce CO, voilà, va réagir avec le. Oui, attention qu'ici, la boucle, elle est pas là-bas, hein. Je m'excuse. La boucle, elle est pas là-bas. Parce que si je voulais vraiment faire une boucle, la boucle, si vous voulez, pour boucler ça, je n'arrive pas à dessiner. Voilà, elle est là. Bon, si vous voulez, la boucle, elle est là. Comme ceci. Le CO2 qui est ici, on le retrouve là. Donc en fait, la véritable boucle, elle est là. Donc on a une boucle, on a des multicouches comme ça. Donc on a un bouclage, mais ça, c'est la condition initiale, c'est I. C'est tout fait par les tuyaux en une seule fois. Ça se ramène par le bas, et puis les couches successives, ben voilà, on ramène ici on initie la réaction ici, et puis après, ben, tout au-dessus, tout se fait en automatique, hein. On va dire par un bouclage, voilà, un bouclage, voilà. On a bien sûr chaque fois du coq en présence, hein, on a du coq avec du minerai, hein. Ouais, c'est comme ça qu'on récupère bien sûr le métal qui est en fusion. Récupéré bien sûr dans le creuset. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu sur Internet. Voilà, je vais vous laisser des documentations. Alors ça, c'est le haut fourneau. Alors regardez bien, ici, hein, je vous laisserai les documents sur Internet. Alors, les hauts fourneaux, il y a eu d'abord le bas fourneau avant de parler de haut fourneau. Le premier outil de réduction du minerai a été le bas fourneau dans la forme la plus primitive appelée bas foyer. Voilà. C'était un trou dans le sol d'environ 30 cm de diamètre rempli de charbon de bois. Avant, le carbone, c'était le charbon de bois qu'ils utilisaient, voilà, et non pas le coke. Et bien sûr, du minerai, hein, ça, effectivement. Le feu est généralement attisé au moyen d'un soufflet, voilà, construit comme une hotte en cuir. Au bout d'une dizaine d'heures, on démolit le four et récupère une loupe incandescente, voilà, de la taille du poing. Voilà, un mélange hétérogène de fer plus ou moins réduit et de scorie. Voilà, avec la température atteinte entre 700 et 900 quand même, vous voyez, c'est suffisante pour la réduction du minerai de fer. C'est loin de la température de fusion du fer de 1535. Alors bon, moi, dans le fourneau, ils ont monté la température à 2000 degrés. Mais c'est 2000, donc on est au-delà de la température voilà, de fusion du fer. Donc, dans les bas fourneaux, qu'on appelait des bas foyers, voilà, ils montaient jusqu'à 900 degrés, hein. Et bon, tout le monde ne montait pas jusqu'à 900, mais certains, bon, apparemment, ici, c'est ce qu'ils disent, hein, bon, c'est contraire, c'est ce qu'ils racontent, ben, certains pouvaient monter à 900. Voilà. L'évolution vers le bas fourneau classique consiste à surélever la construction et à doter d'une ouverture latérale à sa base pour faciliter l'alimentation en air. Voilà, l'air est fort important, vous aurez compris pourquoi, parce que c'est voilà, l'O2, l'oxygène, l'O2 pour former le CO2, on va dire. On va dire ça comme ça. Une petite cheminée facilite le chargement du four pendant son fonctionnement tout en activant le tirage. Ouais, le problème des cheminées, il faut un bon tirage, je vous le dis tout de suite. Voilà. Les températures de 1000 à 1200 degrés sont ainsi atteintes et les scories
et les scories devenues liquides peuvent être extraites par l'ouverture. Voilà, donc la teneur en fer de ces scories, appelées laitiers, diminue lorsque la température augmente. On attise alors le feu en renversant. Parfois, le laitier, c'est recherché, hein. Le laitier, parfois, il est recherché, notamment pour là, on peut avoir besoin du laitier pour certaines matériaux de construction. On va dire ça comme ça. Donc, le laitier, parfois, on recherche du laitier, hein. Voilà. Donc, éliminer les scories, c'est pas forcément un but recherché, parce qu'on peut avoir besoin de laitier pour certaines raisons. On va dire ça comme ça. On attise alors le feu en renforçant les tirages naturels par augmentation de la hauteur, en adossant par exemple la construction à un talus. De même, des soufflets permettent une alimentation en air plus efficace et mieux contrôlée. Ces fourneaux à tirage naturel et à soufflet produisent une loupe pesant quelques kilogrammes à plusieurs quintaux. À l'issue d'une campagne à 20 heures, cette loupe est immédiatement débarrassée des morceaux de charbon et du laitier par un cinglage alterné avec plusieurs réchauffages et finalement forgé pour obtenir des objets souhaités. En Europe occidentale, ces installations, les forges attenantes renardières restent répandues jusqu'au on va dire, 18e siècle. Elles emploient alors de 5 à 10 hommes. La capacité des bas-fourneaux de cette époque se situant à environ 60 à 120 tonnes de loupe par an et concentre 270 kilos de charbon de bois pour 100 kilos de fer. Le Japon importe le bas-fourneau du continent vers le XVIIIe siècle. En Afrique, les traces les plus anciennes de fours sidérurgiques sont des loupes de fer et de carbone découvertes en Nubie, notamment à Meroé et Kitsum, et datées de 1500, de 1000 à 500 avant Jésus-Christ. Hein, c'est quand même, en Afrique, ça quand même fait longtemps qu'on a trouvé les bas-fourneaux. À tirage naturel sont utilisés sur ce continent jusqu'au début du XXe siècle. Certains, d'une hauteur de 1 à 3 mètres, sont aménagés dans des tourmitières convenablement évidées dans laquelle on édifie un fourneau en argile. Des tuyères en céramique insérées à la base du fourneau permettent une alimentation adéquate en air. Oui, ici, il y avait déjà des tuyères pour faire. Alors, on en vient à la Chine, les Chinois commencent à faire fondre le fer dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, durant la période des royaumes combattants, pendant laquelle des outils agricoles et les armes en fonte deviennent très répandus, tandis que les fondeurs du 3e siècle avant Jésus-Christ emploient les équipes de plus de 200 hommes. Le fer issu d'une loupe obtenue au bas fourneau est alors fondu dans des fours semblables au cubineaux. Mais lorsque le fer chaud entre en contact avec le charbon, le bois, il absorbe le carbone contenu dans le combustible jusqu'à s'en saturer. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu d'historique, hein, je vous laisse lire. Là, après, on parle de l'Europe, et ainsi de suite. Et puis, on parle du haut fourneau moderne, le fonte. La production de fonte comme sa conversion en fer reste très contrainte par ses besoins en bois. La consommation de combustible est considérable. Pour obtenir 50 kilos de fer par jour, il faut quotidiennement 200 kilos de minerai et 25 stères de bois en 40 jours. Une seule charbonnière déboise une forêt sur un rayon de 1 kilomètre. Ouais, le déboisement, il a commencé déjà, voilà, à l'époque industrielle, où on utilisait le bois et non pas le charbon. Ceci ne pose pas de problème, que les défrichages sont utiles au développement de l'agriculture, mais le 13e siècle, une limite est atteinte. Les forêts gardent un rôle nourricier important. Le bois est indispensable à la construction et au chauffage et la noblesse des revenus de l'exploitation forestière. Dès lors, la coupe de bois devient de plus en plus réglementée. Le charbon comme combustible et engin réducteur avait été adopté par les Chinois durant la période des royaumes combattants au 4e siècle avant Jésus-Christ, là qu'ils aient mis au point un fourneau au charbon où ce combustible n'entrait pas en contact avec le fer et qui, oui, ait été largement utilisé en complément du bois dans les forges au 18e siècle. Le remplacement du charbon de bois, cette roche dans un haut fourneau ne donnait que des fontes de mauvaise qualité. Alors, en effet, la houille contient des éléments qu'il faut de post-traitement approprié. Le maséage modifie la qualité de la fonte. Le silicium, euh, le silicium, en limitant la solubilité du carbone dans le fer, provoque la formation de lamelles de graphite qui affaiblissent le métal. Voilà, le soufre est plus problématique. Il est un élément fragilisant et affaiblissant dès que sa teneur dépasse 0,08%. Lorsqu'il se combine au manganèse, fréquent dans les minerais de fer, il dégrade considérablement les qualités des aciers. Contrairement au cas du silicium, l'extraction du soufre dissout dans la
la fonte liquide est difficile car elle peut être consumée par de l'air. Alors ici, je veux montrer, bon, coquille centre, voilà, un petit peu coquille centre. Là, alors, l'entreprise se répartissait en divisions houillères, minières, fonderies, fabriques de fer, ateliers de construction. Voilà. Voilà, alors, on peut exécuter chaque année des machines représentant une force totale de 3000 chevaux. Le matériel de cet établissement consiste en 27 machines à vapeur, 6 hauts fourneaux. Voilà, ici, il y avait déjà 6 hauts fourneaux. Deux fours à griller le minerai, bon, une cimenterie à 6 cuillères, 36 fours à réverbère pour le traitement du fer malléable, 6 cubilots pour la fonte de fer, 3 trains de laminoir, 5 cisailles ici. Bon, voilà, ici, on a voilà, 56 grues quand même. Voilà, quand une machine à percer, à roder, à mortaiser, bon, enfin, bref. Ici, c'est la société anonyme de John Cockfield ici. Alors, ça va avec la bataille de Napoléon, hein, vous le voyez. En 1807, William Cockfield va se fixer à Liège avec ses fils. Dès 1807, hein. Alors, mmh, donc ça avant, c'est la Belgique était française. C'était les Ardennes françaises ici. Donc, 1815, c'est la 1815, c'est la bataille de Waterloo et 1830, c'est l'indépendance de la Belgique. Donc, 1807, William Cockerill, l'anglais, était déjà ici. Voilà, à Liège avec ses fils. Il monte d'abord au pied du pont des Arches, un atelier de construction de machines à filer et à carder de la laine et d'autres mécaniques pour la fabrication des draps. Il transfère ensuite ses établissements au pied de l'ancien pont des Jésuites. John Cockerill n'est alors âgé que de 18 ans et cependant dirige seul l'établissement. William Cockerill reçoit de Napoléon une grande naturalisation française en 1810, donc il est devenu français. William Cockerill est devenu français en 1810. 2 ans après, il se retire des affaires et ses deux fils, Charles, James et John, lui succèdent. Alors ici, on parle de John Cockerill, hein, et pas William, hein. Voilà, c'est John Cockerill, l'entreprise Cockerill, c'est John Cockerill. Et John lui succède en 1814, après la chute de l'Empire français. Voilà, ils font, en 1814, après la chute de l'Empire français, ils font tous leurs efforts pour affranchir le continent du monopole qu'exerce l'Angleterre dans beaucoup de domaines, et notamment la construction des machines à vapeur. C'est à leur succès que l'industrie belge voit la prospérité qu'elle conservera pendant longtemps. 23 janvier 1817, le château de Serein et ses dépendances, anciennes résidences d'été des princes-évêques de Liège, propriété de l'État depuis la Révolution française, c'est acquis du gouvernement des Pays-Bas, Charles, James et John Cockerill, par acte tout saying, il voulait passer par là. Donc, en fait, si vous voulez, en gros, comme j'ai toujours dit, bon, jusqu'à 1815, c'est l'administration française. De 1815 à 1830, c'est l'administration hollandaise. Et puis 1830, c'est l'indépendance de la Belgique. Et donc, euh, voilà, ils sont installés. Bien sûr, les Anglais étaient toujours là, hein. Les Anglais étaient toujours là. Au niveau de l'industrie, etc., bon, ils étaient toujours là pour aider. Parce qu'elle a fait passer la Belgique, l'Angleterre a fait passer la Belgique voilà, du mi- euh, de l'artisanal, du monde artisanal au monde industriel. C'est grâce à l'Angleterre que là, voilà, il y a eu tous les progrès techniques industriels qui ont amené à ramener les entreprises artisanales au point de vue industriel. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je peux vous dire que, bon, ça c'était un article de je sais pas quelle année, publié en 2017, voilà. Il n'y a plus que 3 hauts fourneaux en Wallonie, Charleroi, Hongrie, Québec, voilà, Québec. Chef 4, hauts fourneau 4, chef B et chef 2. Et donc ils vous disent ici, les 2 premiers ont été mis au feu dans les années 60. Le troisième date de 1911. Chef 2 date de 1911. Voilà. C'est bon, c'est pour vous dire que bon, et avant la Belgique possédait d'innombrables hauts fourneaux. Bon, quand je dis innombrables, il y avait les petits fourneaux, comme ils peuvent avoir des hauts fourneaux, des grands hauts fourneaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle hauts fourneaux. Voilà. Alors ici, la seule conception par les exploitants est celle relative. On va dire ici, euh, je vais mettre un document ici, pour ceux que ça intéresse. Voilà. euh, La découverte en 1870 à Lustin, près de Namur, d'une de ces primitives installations contenant encore les matières premières de ce qu'on peut appeler le lit de fusion, nous permet de comprendre les méthodes primitivement employées par la fabrication du fer. Le bas-foyer consistait en une simple excavation creuse dans le sol de forme ovale et à fond arrondi. Ça, c'est le bas-foyer, hein, voilà, d'environ 4 mètres.
de long et 3 mètres de large. Bon, si vous donne des dimensions comme ça, bien sûr, les dimensions d'une entreprise à l'autre, les tailles étaient, je veux dire, les propres tailles des entreprises, hein. Bon, ici, on peut donner une moyenne, mais enfin bref. Un canal creusé à travers l'argile permettait à l'air de pénétrer au fond des fourneaux, ça c'est évident. C'est la ramenée d'air. Dans celle des excavations fut trouvé un métal contenant 93,48% de fer, 0,37% de carbone et 4,94% de matière vitrifiable et 1,21% de phosphore avec une trace de manganèse. Alors, donc voilà quelques formes, voilà sous quelle forme nos ancêtres retiraient le fer et du minerai. Bon, c'était pas du métal pur, hein. Voilà, c'était du métal mélangé avec d'autres choses. Voilà, ce qu'on appelait des scories. Voilà, alors ici, là, on a vraiment, voilà, beaucoup d'éléments de la sidérurgie belge, hein. Et ici, si on regarde bien, voilà, il donne la production mondiale d'acier brut en milliers de tonnes par an. Alors ça, c'était en 2000, il y a un tableau en 1958, 63 et 60. Et alors, on pouvait voir la CECA, qui est la communauté économique du charbon et de l'acier. Ouais, c'est quelques pays, hein, voilà, je crois qu'il y avait Luxembourg, Belgique, France, Allemagne. Euh, voilà, c'était le principaux, la CECA. Et eux, rien qu'à eux, bon, c'était, voilà, 33 millions de tonnes par an. Les États-Unis, c'était quand même 90,7. Bon, les États-Unis ont toujours eu voilà, une surproduction, voilà. Euh, et l'URSS, c'était déjà à 76,3 en 58. Bon, en 63, toujours les États-Unis ont augmenté leur production en milliers de tonnes, voilà, alors que l'URSS a augmenté aussi. Voilà, mais ACK était à 73. Donc les parts de marché de CK, URSS, États-Unis, bon, c'était les plus grosses parts de marché, hein. On va dire ça comme ça. Alors, la Grande-Bretagne toute seule se débrouillait bien quand même. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, on a les années 64, hein, vous pouvez dire. Alors ici, on a la production spécifique d'acier par habitant. Voilà, on retrouve toujours les gros producteurs, États-Unis, URSS, CK. Bien sûr, bon, Belgique et Grand-Duché de Luxembourg, c'est normal parce que CK, c'est la Belgique faisait partie de la communauté économique du charbon et de l'acier. Voilà. Mais on retrouvait l'Allemagne derrière, hein. C'est surtout ça. L'Allemagne et la Belgique. Sachez que la Belgique était la deuxième puissance derrière l'Angleterre. Il fut un temps, dans les années 1800, je ne sais plus exactement quand, mais c'était deuxième puissance derrière l'Angleterre. Grâce, bien sûr, à l'aide de l'Angleterre, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Évolution du général de la sidérurgie, production de la fonte, de fonte. Ah, voilà. Et alors, ici, c'est pour qui? C'est par année, mais c'est pour la Belgique. Pour la Belgique. Et donc, usine en activité 91, ouais, je suppose que c'est pour la Belgique. 1850, 408, on diminue. Puis on se retrouve en 1913 avec 19. 1930, c'est 16. Et puis, bon, ça reste à 12 pendant qui? Voilà. Mais sachez qu'en 1845, c'était 90 usines. Le top du top, c'était en 1845. 15 ans après l'indépendance de la Belgique, hein. On va dire ça comme ça. Et là, on comprend pourquoi c'était la deuxième puissance industrielle. Voilà, en 1845. Voilà, usine en activité, 91, c'est quand même, euh, c'était le top. C'était le maximum qu'on pouvait avoir. Mais après, ça a toujours diminué, hein. On va dire ça comme ça. On peut rester constant de 1936 à 1963. Alors, il y a la région liégeoise. La région liégeoise, on trouve Coquille Hougré, Espérance Londo, voilà, Phoenix Works et Tube de la Meuse. La région de Charleroi, bon, euh, là aussi, il y avait beaucoup d'usines, hein. Voilà, puisque voilà les expositions de produits finis laminés en tonnes.
voilà, sorties des usines belges, bien sûr, et celles sorties du Hainaut. Voilà, ils font une voilà, on voit que, je veux dire, le Hainaut, ben, c'est quasiment tout pour, voilà, les lingots et demi-produits pour la vente, projet exportation. Voilà, c'est, le Hainaut produisait presque tout, hein, 280 000 sur 320 000, 745 tonnes. Ça, c'est en 63. Voilà. Donc, vous voyez que le Hainaut était une forte, voilà, 2 millions, ça fait presque 3 mais presque la moitié venait du Hainaut. Alors, fer blanc étamé, fer blanc non étamé, tôle galvanisée, tôle fine à froid, tôle fine à chaud, large plate, tôle moyenne, tôle forte. Voilà, acier marchand pour cela, à large L, profilé Zores. Voilà, et produit pour cube, tôle à chaud, etc. Bon, vous voyez que bon, oui, ben, on va dire ça comme ça. Alors, on a les sociétés métallurgiques Hainaut Sambre, voilà, construit en 1965 par la fusion de deux sociétés voisines, l'usine métallurgique du Hainaut et la société métallurgique de Sambre et Moselle. Hainaut Sambre n'a cessé de développer sa production de manière relativement lente, mais régulière et surtout à accroître ses capacités de laminage dans divers produits. Sa production 1,28 million de tonnes en 1964 le classait comme troisième producteur belge immédiatement après Espérance Londo, il avait précédé jusqu'alors. Alors, bien sûr, je sais que métallurgie innocente n'existe plus, hein. On va dire ça comme ça. Ensuite, on a les Forges de la Providence. Les Forges de la Providence possèdent trois usines, dont deux en France, à Aumont et à Réon, et une en Belgique. Le siège social est à Marchène-au-Pont, voilà, et la société de droit belge. L'usine de Marchène-au-Pont est centrée sur la production d'acier marchand et de fil machine. Cette production a été de 0,85 millions de tonnes en 64. Les efforts récents de modernisation portés sur les laminoirs, les hauts fourneaux et la préparation de la charge des hauts fourneaux. Ensuite, on a Timarcinel Aciérie et Minière de la Sambre AMS. Ces deux sociétés sont pratiquement sous une même direction et suivent une politique commune. Les échanges de matière entre elles sont fréquentes et relativement importantes. De petites dimensions, leurs frais généraux semblent être moindres, proportionnellement moindres que Innocent et Providence. D'autre part, l'une comme l'autre ont toujours su s'adapter assez habilement à des conditions spéciales du marché, soit par la qualité des produits, soit par leur spécialité. AMS fabrique des feuillards, Marcinelle vend des aciers marchands. En 1964, leur production d'acier lingot s'est élevée à 566 000 tonnes chez Marcinelle et 462 000 tonnes pour les MS. On a la fabrique de fer, Fafer, qu'on appelle communément la Fafer. Cette usine n'est pas un complexe intégré comme les quatre autres sociétés du bassin de Charleroi. Elle ne possède pas de hauts fourneaux, mais seulement une aciérie Martin. Alors, c'est une aciérie Martin Siemens, hein, au four Martin Siemens. Voilà. Siemens qui était allemand et qui est devenu anglais. Parce qu'en fait, il travaille beaucoup avec les Anglais. Mais on dit comme ça, il est devenu anglais. Ouais. Et surtout une aciérie électrique dotée des fours les plus grands d'Europe. La matière première est donc la ferraille. Elle produit uniquement des tonnes moyennes et fortes. Cette production a atteint 218 000 tonnes d'acier lingot en 1964. On a les laminoirs du Ruau, un lamineur spécialisé dans la production d'acier. Maintenant, cette production a atteint 63 000 tonnes en 1964. On a le centre, voilà. Là, on a l'usine Boel, voilà, l'usine Gilson. On a les laminoirs de Lontin, voilà. Là, dans le Brabant, on a les forges de Québec. Dans le Borinage, on a les forges et laminoirs de Gemap. À Anvers, on a à Sputem, on a une filiale de AMS spécialisée dans le laminage, des spéciaux, principalement en production en 1964, qui a été de 757 280 000 tonnes, dont, oui, dont, bien sûr, qui est la société Sinmar, qui est une fondation connue de BED, voilà, de la Providence et Cocktail Ouvrier, ainsi que des groupes financiers qui les patronnent et auxquels ils font joint deux autres sociétés, le groupe Ubepa, Control Phoenix Works et Innocent, et les aciéries Falk euh, Cali. Alors, au Luxembourg, bien sûr, on a la société Mission et Hallanzy, voilà. Puis, on a bien sûr tout ce qui est Grand-Duché de Luxembourg, hein. Arbed, voilà, Adi, Rodange, voilà. Voilà, et ça, je vous laisse lire. Donc, là, on a les classifications des entreprises selon l'importance de la production en pommes lingots en 1964. Alors, on avait d'abord euh, Kilo Gré, ensuite Espérance Longo,
En fait, innocent, bon, ben, une qui n'existe plus, qui n'existe plus. On avait la Providence, Boel, Clabec. Oui, à ça venait tout, c'est de fait toute une panoplie de sociétés, hein. Il y a toute une grosse panoplie de sociétés qui venaient se greffer à ça. Bon, le panel industriel de la région de Sambre-et-Meuse, c'est-à-dire, quand je dis Sambre-et-Meuse, ça va du nord de la France jusque nord de la France, jusque, voilà, l'Allemagne. Jusque l'Allemagne, bon, je veux dire, au travers de, voilà, de la, du sillon Sambre-et-Meuse, c'est-à-dire, bon, Charleroi, le bassin de Charleroi, le bassin du Borinage, le bassin de Liège. Ces trois bassins-là, c'était des gros bassins. Euh, Là, on trouvait pas mal de sociétés, puisqu'il y avait aussi Valfil, Meuse, Tube-Meuse, et ainsi de suite. Une panoplie de sociétés, de faits, sociétés, voilà, avec Carlam, etc. Bon, je ne peux pas citer tous les noms de l'entreprise, mais c'était fameux. Donc, le tissu industriel était riche maintenant en emploi, emploi d'ouvriers. Le monde ouvrier était terrible ici dans la région de Charleroi, de Liège et de Mons. Borinage, Mons, enfin, la région de Borinage, la région de Borinage. Donc, ici, il y avait toute une panoplie de sociétés, eh bien, avec les emplois directs et indirects. Donc, sachez que quand il y a des emplois directs, il y a aussi des emplois directs. Et donc, tout ça, ça ramenait, je veux dire, là, un fort, de zone, une forte propension capitalistique au niveau de la beurre ouvrier. Ouvrier. C'est capitalisé en travail ouvrier. On avait un capital humain, qui était un capital de savoir-faire, un capital voilà, de main-d'œuvre, un capital de personnes voilà, dédiées à un monde de la connaissance, de, voilà, de connaissance, parce qu'il y a il y a d'innombrables brevets dans ces entreprises. Hein. Voilà, il y a des milliers de brevets dans toutes ces entreprises-là. Et donc, aller travailler, c'était aussi apprendre. On va pas que travailler dans une usine sidérurgique, on en apprend énormément. Parce que ça évolue aussi. Ça évolue dans le sens où on produit des nouveaux produits. Et voilà, il y a des nouveaux process de production et ainsi de suite à mettre en œuvre pour avoir plus de production, plus de capacité, plus de, on va dire, plus de robustesse, plus de, voilà, tous les termes positifs peuvent être pris en compte quand on a, voilà, un nouveau process qui rentre en jeu, hein, de meilleur rendement, euh, voilà, et ainsi de suite. Alors, dimension technique, bon, là, la comparaison de la dimension technique moyenne des engins de production chiffrés en Angleterre, bon, ça c'est le fond pour l'acier Thomas, pour l'acier Martin Siemens, pour l'acier four, l'acier à four électrique, l'acier Pyrène, voilà. Bon, ici, vous pouvez lire comme moi, hein, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça renseigne très très bien beaucoup de choses ici. Ça renseigne, c'est un très beau signe que je veux mettre en, en documentation pour que vous puissiez lire. Voilà. Alors, bon, ici, j'ai trouvé un document. Pour ça, je ne vais pas le mettre. Bien sûr, le charbon, c'est fort important tu vois, pour tout ça. Parce que bon, ramener le carbone, c'est par on transmise par un, voilà, une découverte du charbon. Donc, là aussi, le charbon a fait travailler énormément de gens. Hein. Donc, la métallurgie, la sidérurgie, voilà, les transformations électriques, enfin, les usines de transformation électrique, etc. Bon, tout ça, usines de câblage électrique, usines de, voilà, de fabrication des moteurs, etc., etc. Le tissu industriel ici en Belgique était très, très riche, hein, très, très riche. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que bon, il fut un temps, la Belgique fut 2e puissance derrière l'Angleterre, mais elle a continué son petit bonhomme de chemin en étant, je veux dire, une grande puissance industrielle, je veux dire, pendant de longues années. Pendant de longues années. Bien sûr, maintenant, il y a un gros problème, c'est la concurrence, hein. Maintenant, la concurrence, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de savoir se battre par rapport à des concurrents. Voilà, si des concurrents utilisent par exemple
des méthodes d'économie, de méthodes derrière économiques. C'est-à-dire, par exemple, ils vont utiliser du dumping. Ben, s'il y a du dumping, bon, c'est difficile à certaines sociétés de devoir vivre en, en dépensant énormément voilà, d'argent. Donc, c'est un point de vue économique. Ils vont dépenser énormément d'argent économique, énormément d'argent pour pouvoir, je veux dire, s'en sortir, mais ils ne s'en sortent pas parce qu'à côté de ça, il y a voilà, euh, des métaux moins chers. Donc, des métaux travaillés, mis sur le marché qui sont moins chers, de manière moins chère. Alors, comment fait-elle l'entreprise concurrente? Et là, bien, quand on regarde un petit peu plus près, ben, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont ah, l'entreprise qui n'a pas de syndicat à côté. Bon, les gens ne trouvent pas beaucoup d'argent pour aller travailler, et ainsi de suite. Bon, et ça forcément fait du dumping, parce que normalement, dans une usine, le problème ce qui vient casser la concurrence mondiale, c'est les règles. Les règles de base ne sont pas admises par tout le monde. Certains ont des règles, des règlements, d'autres n'en ont pas. Normalement, tout le monde devrait avoir les mêmes règlements, tout le monde devrait être payé aux mêmes heures de travail. Mais comme l'argent d'un pays n'est pas le même d'un côté comme de l'autre, ben, je veux dire, là, il y a des entreprises où on va toucher beaucoup d'argent, d'autres entreprises dans d'autres pays du monde, on va toucher moins d'argent. Mais le problème, c'est que là où on va payer beaucoup d'argent, mais c'est moins concurrent qu'un pays où on va payer moins d'argent. Voilà. Mais en attendant, les ouvriers de l'autre pays où ils touchent moins d'argent, mais ils sont exploités. Donc on n'a pas de syndicats qui vont venir leur en aide. On leur dit tout simplement de travailler, voilà, de faire. Bon, c'est ce qu'on appelle une forme d'esclavage. Et que normalement, je veux dire, le travail, c'est aussi pour, je veux dire, le travail n'est pas uniquement un outil voilà, de production, c'est aussi un outil de sociabilité, voilà, et de bien-être. Et c'est pas forcément un outil où on va faire l'esclavage, ou en mettre à ce moment-là, ne plus mettre d'être humain, mais mettre des machines. Hein. Voilà, bon, on fait travailler les machines, bon, l'être humain reste à la maison, bien au chaud. Bon, c'est pour ça que, bon, le but d'un travail, c'est pas de casser, c'est pas voilà, d'exploiter une personne pour qu'elle se rende malade au bout de 20 ans, pour qu'elle en meure. Ça, c'était avant. Les gens, ils allaient travailler jeunes à la mine. Bon, et à 30 ans, 40 ans, ben, ils vivaient pas jusqu'à 30, 40 ans parce qu'ils ils mouraient des maladies de la mine. Voilà. Bon, avant, les enfants, ils travaillaient à la mine, c'était comme ça. Mais maintenant, après, bon, il y a le bien-être euh, des êtres humains qui demandent que, bon, pour avoir une expérience de vie élevée, ben, il faut aussi, je veux dire, s'épargner des travaux, je veux dire, qui sont de type euh, esclavagiste. Esclavagiste, on va dire ça comme ça. Bon, donc ici, je disais, au fourneau, alors je sais pas si j'ai lu ceci. Bon, ici, j'ai pas voilà. Donc ici, c'est au fourneau à coque exploité à Hayange en 1849. Voilà, c'est déjà un petit haut fourneau. Alors là, on a un four Cooper. Voilà, brûleur, voilà, un brûleur, hein, c'est un four. Euh, Là, au fourneau au parc paysager de Libourg-Nord. Alors, vous voyez ces fameux escaliers, hein, cacher un petit peu au fourneau. Le haut fourneau, on voit pas fort qu'il y a tous ces escaliers là voilà, qui gâchent un petit peu la vue du haut fourneau. Hein. Voilà, et vous remarquez aussi voilà, les fours coupeurs là-bas. Voilà, et vous voyez aussi la cheminée. Et tout est éparpillé tout n'est pas l'un à côté de l'autre. Hein. Bon, ça va pas comme ça. On n'essaie pas de concentrer tout au même endroit. Alors, vous voyez ici, vous avez le gueulard, la cuve, le ventre, l'étalage, ouvrage, hein, étalage ou ouvrage. Voilà. Et le creuset. On récupère, bien sûr. Là, quand il est rempli, le creuset, ben, on a l'évacuation. euh, voilà, l'évacuation du métal. Voilà. Alors, là, vous voyez qu'on a tous les escaliers, là, tous les escaliers, pour monter au fourneau. Et alors là, vous avez différentes tailles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Évolution des dimensions au cours de l'histoire. Ouais. Et là, vous avez, voilà, en hauteur,
Moi, j'avais mis 25 mètres, on va dire 26 mètres. RFA 1959. Voilà le 4. 26 mètres de haut, c'est le 4. Bon, alors le 7, c'est en Allemagne. Bon, lui, il fait 36,7 mètres. Voilà, le volume est beaucoup plus gros, c'est normal, mais il est beaucoup plus gros. 1100 mètres cubes. Là, vous voyez que là, on a une production en tonnes par jour de 10 000. Hein. Bon, alors c'est bien de mettre tout ça, mais ça fait de la pollution aussi, il faut pas croire. Hein. Oui, vous mettez des usines, je veux dire, productrices, à de grande capacité et donc de grandes, comment on appelle ça, de grands volumes et donc de grands espaces. Ben, vous aurez compris que là, on a affaire à une zone qui est beaucoup plus polluée que qu'un petit four. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, vous voyez que là-bas, le creuset, en 1851, 1861, je m'excuse, le creuset faisait 90 centimètres. Alors moi, j'ai mis un, un creuset tout à l'heure. Bon, le creuset, attention que c'est le diamètre, hein. C'est le diamètre du creuset. Euh, J'avais mis 3 mètres 90. Bon, alors bon, 3 mètres 90, on l'a pas ici parce que, bon, vous voyez, vous avez un creuset de diamètre de 4 mètres 5, 6 mètres 5, 9 mètres, 9 mètres 8, 11 mètres 2, 14 mètres. Ouais, 14 mètres, c'est immense. Voilà. C'est en Allemagne en 1971, 72. Vous voyez, que la plupart des pays développés ouais, ont pris le temps en marche de la fabrication euh, bon, de la sidérurgie. Ils ont pris en compte la sidérurgie qui est un élément fondamental pour le développement humain. Parce qu'avec voilà, le fer, vous faites beaucoup de choses. Hein. Vous faites des tôles d'acier. On peut faire de l'acier, voilà, on fait de la fonte, voilà, on fait des tôles de ce qu'on veut pour faire les voitures, pour faire hein, les camions, pour faire les trains, pour faire tout ce que vous voulez, les tuyaux, voilà, euh, voilà, c'est vraiment une ouverture au monde, à un autre monde qui est le monde, voilà, de tous les jours. Dans le bâtiment, vous avez quelqu'un qui habite dans une maison, ben, il a besoin de fer. Voilà, il va avoir des poutres en fer, il a peut-être des voilà, et cetera. Bon, on peut toujours trouver du fer dans une maison ou des éléments provenant d'une aciérie, voire d'une fonderie, voire voilà, de métal d'une société métallurgique. Donc, vous voyez que, les productions de fer, c'est une chose, mais à côté de ça, c'est une multitude de choses qui vont en découler. Donc, vous voyez que le monde du carbone, carbone, on dit carbone, c'est le charbon, c'était le bois au départ, puis le charbon ensuite, en fait, le pétrole. Et ces trois-là sont qui vont donner du carbone, bien sûr, sont avec le fer, le mariage fer, carbone, bah, vous allez me dire c'est la fonte, mais au-delà de ça, l'usage du fer du carbone, euh, ça va donner une évolution industrielle voilà, de l'être humain, hein, à tous les niveaux. Parce que si on regarde les voitures, les camions, les bateaux, voilà, et encore les gares, les guerres. Les guerres vont ramener les chars, les sous-marins, les bateaux, tout ça, on retrouve de l'acier, ouais, à tous les niveaux. Donc, à ce niveau-là, je peux vous dire que les pays industrialisés, bon, se sont mis, on va dire, à forte dose pour pouvoir produire le plus possible et en très grande quantité. Je vais dire ça comme ça. Pour justement se développer, hein, se développer eux-mêmes et puis développer, je veux dire, je vous remercie.